On va parler un petit peu de ces guerres 2.0 qui ont repris du poil de la bête, façon de parler, qui ont repris du poil de la bête sur Internet, parce que c'est un moyen aussi, l'activisme, de cybermanifester. On entend beaucoup parler d'infiltration, de piratage, de vol de données, etc. Mais l'activisme, heureusement, existe encore pour faire passer des messages politiques. Tout dépend aussi comment c'est fait. Alors un exemple très concret, un site du gouvernement chinois, en tout cas du parti politique chinois, s'est fait infiltrer par des pros taïwanais qui, dans leur cyberattaque, ont fusionné, je vais être très honnête avec vous, un petit peu tout et n'importe quoi. D'abord, ils ont parlé de Peng Shuai, cette jeune tennisman qui avait disparu des radars, qui d'ailleurs s'est retrouvé, alors c'est très marrant, entre guillemets, le piratage et cette cybermanifestation pour cette jeune tennisman est apparu quasiment quelques heures et quelques jours après, au moment de l'interview diffusée dans le journal L'Équipe, un journal de sport français qui a fait l'interview de cette jeune tennisman qui a parlé un petit peu de son histoire, etc. Et donc, ces cybermanifestants, on parlait donc de ces jeunes tennisman, mais on parlait aussi de Taïwan, parce que on sait très bien que les tensions politiques et guerrières, militaires entre Taïwan et la Chine n'ont jamais cessé, ne cesseront jamais, et que c'était un moyen de rappeler cette petite problématique. Alors très intéressante cette photographie de cette jeune tennisman. Vous l'avez vu en bas avec Winnie l'ourson. C'est de la politique aussi. Il faut savoir que Winnie l'ourson a été interdit en Chine pour des histoires politiques diverses et variées décidées par la politique, le gouvernement chinois. Donc voilà, cette photo était très intéressante aussi par la diffusion de ces jeunes manifestants. Pourquoi je dis jeunes ? Parce que dans leur tête, ils étaient une dizaine. Parce qu'ils parlent de Taïwan, puis après, ils parlent de cette jeune tennisman, mais après, ils parlent aussi de l'Ukraine, et puis après, ils parlent aussi de la Covid. Bref, je pense qu'ils étaient très contents d'infiltrer un site du gouvernement, de la politique, du parti politique chinois, et ils ont déversé tout ce qu'ils avaient envie de déverser. C'était assez impressionnant. Alors, ils ont infiltré aussi des comptes mail plus ou moins importants dédiés à Taipei, Taïwan, et ils ont lancé une opération qu'ils ont appelée OP Samantha Smith. Rien à voir avec Matrix, le très mauvais Matrix. Mais voilà, ils ont lancé cet activisme-là, politique et guerrier, qu'on le veuille ou non, entre ces deux pays. Alors, celui dont on entend le plus parler, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est celui qui touche et qui impacte la Russie et l'Ukraine. Et les deux parties, quand je dis les deux parties militaires, les deux parties géopolitiques, les deux parties pays géographiques, se foutent sur la tronche en mode numérique via des intermédiaires qui, je pense, agissent de leur plein gré, sans avoir besoin d'une aide politique ou étatique, quelle qu'elle soit. Free Civilian ont décidé de diffuser toutes les informations possibles et imaginables qu'ils avaient pu voler lors de piratage du gouvernement ukrainien. C'est à ce moment-là où on a vu beaucoup d'articles diffusés en disant « ça y est, les Russes attaquent, etc. etc. » Le problème, c'est qu'on se rend compte que les attaques à l'encontre de l'Ukraine ne datent pas d'hier. Ce que je vous montre là, par exemple, est un exemple diffusé sur un site disponible sur Internet où on retrouve tous les petits pirates différents, divers et variés qui vendent de la base de données ou qui les donnent. Et là, du coup, bonjour mon ami, bonjour Miko, welcome, bienvenue à la cybercuisine, bienvenue chez toi, bienvenue mon ami. Merci pour tous vos follow, ça fait drôlement plaisir. Pour revenir sur cette histoire de piratage entre l'Ukraine et la Russie, ils se foutent sur la tronche, numériquement parlant, parce que c'est avant tout aussi des données qui se vendent et qui s'achètent. Là, cette donnée-là, personne n'en a entendu parler. On n'était pas encore dans cette cyberguerre ou cette guerre de la communication entre ces deux pays. Là, c'est quoi ? C'est le centre de la cybersécurité de l'Ukraine qui a été piraté il y a quelques mois maintenant et dans lequel un pirate vendait tout simplement 70 gigas, alors on voit pas bien parce que, 70 gigas de données qui étaient récupérables gratuitement sur ce site. Voilà, il suffisait d'utiliser le lien. Il y avait plusieurs liens sur des sites divers et variés qui permettaient de télécharger ces informations. Ça a très vite disparu. Mais quand ils se foutent sur la tronche, ça date pas d'hier. Donc là, on avait pour le cybercentre ukrainien. Alors hop, quand tu veux, tu peux. Voilà. On a eu aussi, bien sûr, des cyberactivistes qui ont diffusé... Hop, reviens ici. Pouf, pouf. J'essaie de vous l'agrandir pour vous montrer. Où ça diffusait des données volées aussi aux Russes. À différentes entreprises russes. Parce que ce sont des données qui servent aussi à des fins commerciales pour les pirates informatiques. Autre espace
ça, ce que je vous montre là, ce qui est complètement fou, c'est là où on se rend compte que le business de la malveillance, la malveillance des pirates informatiques, vendeurs de bases de données ou d'accès, c'est aussi ça. Et quand ça en rentre en plus en fusion avec des tensions militaires et politiques, eh bien là, vous avez un gars qui vend des identifiants extraits directement de DeckTech, qui est une boîte qui est dédiée à quoi ? Qui est dédiée à l'énergie. Voilà. Et donc là, ça vous diffuse ça. Alors, effectivement, il pourrait y avoir des nationalistes ou des cyberguerriers, ou voire peut-être un service de renseignement quelconque, qui va utiliser les données diffusées par un pirate informatique qui ne pense qu'à une seule chose, se faire du pognon, et qui après pourrait avoir des véritables nuisances. Mais tout ce petit monde fusionnant dans des tensions militaires diverses et variées, et ça part en cacahuète de manière exponentielle. Là, c'est sur un télégramme où vous avez un gars qui a diffusé la base de données volée à un site du gouvernement ukrainien. Quand vous avez ça et qui est diffusé comme des petits pains ou des chocolatines, comme vous voulez, et ben voilà, aujourd'hui, la cyberguerre, elle est sur les internets. Elle est là. Là, l'exemple que je vous montre, ce sont les 48 millions de QR codes, mais aussi les données correspondant à qui ? Eh bien, 48 millions de Russes qui ont fait leur vaccin Covid et qui se retrouvent aujourd'hui dans des mains diverses et variées, alors des Ukrainiens, des Polonais, des Suisses, des Français, des Canadiens, qui vous voulez, et qui, dans cette tension géopolitique, eh bien, permet de dire « Ah bah tiens, les Russes ont attaqué les Ukrainiens ont attaqué les Russes. » Non, là, vous avez juste un trou du cul qui vendait 48 millions de données correspondant à des Russes et la Covid. Je vais vous mettre d'ailleurs ici les URL qui pourraient potentiellement vous intéresser pour la suite si vous souhaitez lire. Hop, ça c'est pour le coup de la jeune... Enfin, en tout cas, des activistes chinois. Et vous allez sur Zataz pour trouver, par exemple, l'article que j'avais pu écrire sur ces infiltrations ukrainiennes ou russes. Voilà, les mecs s'en foutent. Le gars vendait quand même les 48 millions de données de Russes, 100 000 $. Après, que ça soit réutilisé à des fins politiques par d'autres personnes, c'est une autre histoire. Ce sont juste des marketeurs de la malveillance, hein. Ça parle beaucoup d'une politique ou de pays. Ils vont tout faire pour vendre les données correspondant à cette revue de presse qu'ils ont pu faire. Alors le problème, c'est que si ça peut servir après à des malveillants pour faire perdurer cette tension géopolitique, quel que soit le pays, ils vont pas se gêner, hein. Alors, je regarde si vous avez posé des questions. Je vois un petit peu. Je descends. Bonjour. Ah, Cartred a dit bonjour. Bonjour, mon ami. Donc là, il n'y a pas de questions qui me sont posées directement. Merci pour ta vulgarisation des faits. Après, moi, attention, je n'ai pas dit que j'avais la science infuse ou que j'avais la vérité. Hein, là, je vais être très honnête avec vous. Là, c'est ce que moi, je collecte et ce que je vois en cyberintelligence. Il y a des grosses sociétés qui ont des millions, des centaines de millions pour faire bosser et des dizaines de milliers de personnes qui sortent des informations en disant qu'on est sûr que c'est la Russie qui attaque l'Ukraine et on est sûr que... Voilà. Moi, je ne vois que ce que j'ai de mon niveau. Après, rien n'empêche de penser, et ça serait quand même complètement idiot de penser que des services de renseignement n'utilisent pas les mêmes techniques. Mais pourquoi se faire chier, pardon du terme, à utiliser des techniques qui se voient pour se faire taper dessus, hein? C'est comme si, en fait, on avait un service secret quel qu'il soit, le FSB, la DGSE, la gendarmerie canadienne, peu importe, et qui infiltrent, et puis qui font, comme les éléphants, avec des gros sabots pour que ça se voit très très fort. Je pense que le métier de ces gens est d'être le plus discret possible. Et en plus, ils peuvent collecter des informations que diffusent des pirates, pourquoi s'embêter, voyez-vous ? Après, rien n'empêche de penser effectivement que d'autres pays comme la Corée du Nord, par exemple, s'en foutent. On n'ira pas les chercher. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui agissent pour leur pays en tant que nationalistes et qui vont faire des gens et qui vont fournir ensuite. Pourquoi pas ? En tout cas, j'essaye de vulgariser pour bien faire comprendre que d'un aspect géopolitique, on a plein de gens qui viennent se greffer là-dessus et qui sont souvent des gens, surtout dans le piratage informatique, qui ne sont là que pour faire du business, hein.